On est très content que vous vous joigniez à nous ce soir. Je me présente, je m'appelle Denise Avalé. Je suis la directrice générale de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. Donc, nous, on est un organisme qui existe depuis une trentaine d'années. On a été fondé par justement des juristes, des avocats qui parlent français, parlent anglais, et qui voulaient travailler pour améliorer l'accès à la justice en français en Alberta. Et ça fait 7 ans maintenant que nous opérons un centre d'information juridique. Alors, ça nous permet de donner de l'information juridique de façon gratuite, soit par l'entremise de ressources sur notre site web, ou vous pouvez nous appeler pour des rendez-vous gratuits avec nos agentes juridiques qui peuvent vous donner de l'information dans tous les domaines de droit et elles peuvent aussi vous référer à des avocats qui pratiquent en français ici en Alberta. Donc, ce soir, parmi nos activités, on fait des activités d'éducation publique et ce soir, on présente un webinaire sur justement l'introduction au système canadien. Donc, c'est un projet qui est financé par IRCC, ça c'est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. C'est un projet national auquel on participe. Vous voyez à l'écran le nom de toutes les associations de juristes d'expression française dans différentes provinces. Il y a des provinces qui n'ont pas d'association de juristes, mais ils ont des associations francophones qui essaient d'offrir quelques services de ce côté-là, dont 2 qui ont participé pour coordonner ceci ce soir. Il s'agit de l'Association franco-yukonaise, donc au Yukon, et Fédération franco-ténoise, donc les territoires du Nord-Ouest. On aimerait aussi beaucoup remercier nos partenaires albertains qui nous ont aidés à faire connaître cet atelier. Il s'agit de l'AGIPANS, Alliance Jeunesse et Famille de l'Alberta Society, l'Association francophone de Brooks, le Centre d'accueil francophone de la Cité des Rocheuses, CANAF, CANAF c'est le Centre d'accueil pour les nouveaux arrivants francophones, et aussi le Centre pour les nouveaux arrivants de Grande Prairie. Donc, ce soir, comme vous voyez, votre micro et votre caméra sont automatiquement fermés, sauf que vous pouvez toujours communiquer avec nous, soit de 2 façons. En bas de votre écran, vous devriez avoir l'option de questions et réponses. Vous pouvez écrire des questions là au fur et à mesure que la présentation se fait, ou encore dans la petite bulle qui dit discussion ou chat en anglais. Vous pouvez aussi vous lever la main, puis je vous laisserai la parole quand on aura une période de questions qui va arriver une couple de fois et qui va arriver à la fin. Donc, une question qu'on avait eue la dernière fois souvent, c'est est-ce que les participants vont avoir accès à cette présentation? Bien, vous allez avoir accès à cette présentation et plus parce qu'il y a un guide du participant qui vient avec cette présentation, où vous avez encore un peu plus de détails que ce que vous voyez à l'écran ce soir. Donc ça, on va vous envoyer le lien tout de suite. Peut-être pas tout de suite après, mais certainement demain après le webinaire. Donc, sans plus tarder, ça me fait grand plaisir de vous présenter ce soir l'avocat Christian Cormier. Il pratique le droit ici à Edmonton à Prairie Advocate Law Office. Alors, il offre des services en français et en anglais, en droit de la famille, des affaires, litiges, droit du travail. C'est quelqu'un aussi qui donne beaucoup de son temps bénévole à des organismes comme le nôtre, comme Edmonton Community Legal Center. Alors, on est bien content de l'accueillir ce soir et c'est lui qui va faire la présentation. À vous, Christian. Eh bien, merci beaucoup, Denise, pour l'introduction et merci beaucoup à tous les participants d'être là ce soir, de prendre 1 heure, 1 heure et demie de votre temps pour écouter et discuter là, de cette présentation qui va toucher beaucoup de sujets. Il y a 3 grands sujets dont on va discuter, qu'on va aborder ensemble aujourd'hui.
Et le premier, ce sera la gouvernance au Canada et comment fonctionne notre gouvernement. Il y aura ensuite une deuxième partie qui sera plutôt sur le processus législatif, comment on adopte des lois au Canada. Et ensuite, on aura une troisième partie qui est sur le système judiciaire, comment nos cours et nos tribunaux au Canada fonctionnent. Et on discutera là, brièvement durant cette dernière partie de la Charte des droits et libertés de la personne pour que vous ayez une meilleure idée de vos droits, de vos obligations. Et donc, je comprends que plusieurs de nos participants suivent ce webinaire en préparation à l'examen de citoyenneté. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On aura 3 périodes de questions. Une première après la partie sur la gouvernance, une deuxième période de questions après le système des tribunaux, juste avant de discuter de la charte. Et ensuite, on aura une autre période de questions à la toute fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le Q&A, le question-réponse, et puis on pourra ensuite y répondre, en discuter à ces 3 moments-là. Donc, avant même de présenter notre webinaire, je veux et je dois vous informer que tout ce qui est contenu dans cette présentation durant ce webinaire constitue en aucun temps un avis juridique. Il s'agit de l'information qui est partagée avec vous à titre général uniquement et que vous êtes toujours encouragé à discuter avec un avocat pour toute question juridique. Donc, comme je le disais, notre première partie consiste à présenter le système de gouvernance du Canada. Donc, une des caractéristiques de notre système de gouvernance, c'est que le Canada est ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle, comme la Grande-Bretagne, par exemple. C'est-à-dire que notre chef d'État, c'est une reine, pour l'instant c'est une reine, la reine Élisabeth II, et que le chef de gouvernement, lui, est le premier ministre. Donc, au niveau fédéral, on a un premier ministre qui siège au Parlement fédéral à Ottawa, et dans chacune des provinces, il y a également un premier ministre provincial qui siège à l'Assemblée législative. Et je sais qu'il y a des participants de nos territoires du Nord, et donc c'est un système qui est semblable, avec un chef de gouvernement et une assemblée territoriale pour chacun de ces territoires. Donc, le Canada, c'est également une démocratie parlementaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que les décisions sont prises par des élus que nous, en tant que citoyens, nous avons choisis et qui siègent au Parlement, soit au Parlement fédéral à Ottawa ou dans l'Assemblée législative, donc ici à Edmonton pour l'Alberta, ou encore à Winnipeg pour le Manitoba, et etc. Donc, on a des élus et il y a 3 composantes, 3 parties à ce système institutionnel. Donc, il y a le chef de l'État, dont j'ai déjà mentionné, qui est représenté par notre reine. On a également un Sénat au niveau fédéral, et donc ce sont des représentants qui ne sont pas élus, mais qui siègent et qui représentent chacune des provinces. Et enfin, un
Parlement, donc là où siègent les députés, qui, eux, sont élus par les citoyens. On tient des élections au Canada entre tous les 4 ou 5 ans environ, ça peut varier, mais un gouvernement donc, ne peut pas être au pouvoir pendant plus de 5 ans. Donc, tous les 5 ans, au maximum, les Canadiens sont appelés à aller voter pour choisir soit leurs députés fédéraux à Ottawa ou leurs députés provinciaux pour leur assemblée législative. Une troisième caractéristique de notre système de gouvernance au Canada, c'est le principe de la protection des minorités. Donc, lorsqu'on parle des minorités, ici, on parle des minorités linguistiques. Donc, il y a un certain nombre de dispositions, soit dans des lois provinciales, mais aussi particulièrement au niveau de la charte des droits et libertés de la personne. Donc, je vais tout simplement dire la charte pour faire plus court. Qui, dans ses articles 16 à 22, prévoit un certain nombre de droits linguistiques pour les minorités. Donc, lorsqu'on parle des minorités, c'est-à-dire les anglophones au Québec et les francophones à l'extérieur du Québec. Donc, c'est ce qu'on entend par protection des minorités. Il y a également une loi, la loi sur les langues officielles, qui est une loi fédérale, et donc qui régit l'usage, l'emploi du français ou de l'anglais à travers le pays et ainsi que les droits qu'en tant que citoyens nous avons pour être servis dans une des 2 langues officielles. Et enfin, une autre caractéristique qui est vraiment très importante, et on va en parler tout au long de notre présentation, c'est le fédéralisme canadien. Donc, le Canada, contrairement à un pays unitaire comme la France, par exemple, est une fédération, c'est-à-dire que c'est un ensemble de différentes entités. Donc, il y a une entité fédérale qui a des pouvoirs, des prérogatives bien spécifiques. Et ensuite, les provinces et les territoires qui, elles, ont également leurs propres compétences, leur propre juridiction pour chacune donc de ces provinces et chacun de ces territoires. Donc, on pourrait penser là en termes de pouvoirs qui sont spécifiques au gouvernement fédéral, tout ce qui touche les relations du Canada avec les pays étrangers, donc les affaires étrangères, mais également le contrôle des frontières, le commerce extérieur et également tout ce qui concerne l'immigration, le droit des réfugiés, également tout ce qui est de matière interprovinciale, donc entre chacune des provinces. Donc, on pourrait penser au transport ferroviaire, au transport aérien. Donc, ça relève également du gouvernement fédéral. On pourrait penser également aux télécommunications, donc les compagnies de téléphone, que ce soit Bell ou Rogers, pour ne pas faire de publicité. Donc, toutes ces compagnies de télécommunications, de radiodiffusion, donc tout ce qui est télévision, radio également, les banques. Donc, tout ça, ce sont des secteurs qui relèvent du gouvernement fédéral. Il n'y a que le gouvernement fédéral qui a l'autorité pour adopter des lois relatives à ces différents secteurs. Pour ce qui est des provinces, eh bien, les provinces ont également énormément de pouvoir. Des secteurs qui sont très importants comme l'éducation, la santé, tout ça, ça relève des gouvernements provinciaux. L'administration de la justice, donc comment nos tribunaux fonctionnent, c'est également provincial. Ce sont les provinces qui adoptent des lois, qui régissent ces secteurs-là. On pourrait penser aussi également à tout ce qui concerne ce qu'on appelle les droits privés, donc les rapports entre les individus, donc les contrats
les contrats entre les gens ou les contrats entre les individus et une société, une compagnie, les testaments, le droit de la famille, très souvent relève, c'est une compétence partagée, mais très souvent, il y a plusieurs aspects qui relèvent du gouvernement provincial. Le divorce, lui, quant à lui, par contre, relève du gouvernement fédéral. Le code criminel, lui également, relève du gouvernement fédéral. Par contre, il y a beaucoup de peines qui sont au niveau provincial, qui sont prévues dans des lois provinciales. Donc, dans ce cas-là, ce sont les compétences de nos provinces. Donc, on va en parler un peu plus en détail au cours de notre présentation, mais c'est important de comprendre qu'au Canada, il y a plusieurs gouvernements qui peuvent intervenir et c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Donc, si vous avez du mal, vous n'êtes pas le seul. Et si vous avez des questions, comme je disais, vous pourrez toujours m'en faire part dans quelques minutes quand on aura notre première période de questions. Donc, le gouvernement fédéral, comme je disais, s'occupe des affaires nationales et internationales, certaines affaires. Les gouvernements provinciaux ont également chacun de leurs lois, notamment l'éducation, la santé, l'administration de la justice. Et je n'avais pas mentionné, et j'allais le mentionner, les gouvernements municipaux. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, une ville comme Edmonton ou comme Yellowknife, Winnipeg, donc, ils ont leur administration municipale. Ils ne sont pas reconnus comme tels dans la Constitution. Ce sont des créations des provinces, mais ils ont énormément de pouvoir également. Et comme vous pouvez vous en douter, ils gèrent des questions qui sont très locales. Hein, par exemple, notre réseau routier, la collecte des ordures, la police, les transports publics. Donc, tout ça, ça relève de nos municipalités. Enfin, il y a la gouvernance des Premières Nations, donc ce qu'on appelle les conseils de bande qui, elles, ont l'autorité sur les affaires qui touchent leur région ou leur territoire spécifique et donc qui ont un droit de regard sur des questions comme la santé, par exemple, ou sur l'éducation. Mais très souvent en conjonction avec le gouvernement fédéral, parce que c'est le gouvernement fédéral qui est ultimement responsable pour tout ce qui est des questions liées aux Premières Nations. Donc, un dernier concept qui est important aussi à souligner, un autre pilier de la gouvernance canadienne, c'est la primauté du droit. Qu'est-ce qu'on entend par primauté du droit? Eh bien, tout simplement que nul n'est au-dessus des lois au Canada. Personne ne peut se soustraire aux lois. Et donc, ça s'applique évidemment à tous les citoyens, tous les individus, mais également aux institutions canadiennes, donc c'est-à-dire des ministères, des agences gouvernementales, le gouvernement canadien, les gouvernements provinciaux, les municipalités, elles sont également soumises au droit. Ça s'applique évidemment également aux individus qui font partie de ces institutions-là, que ce soit le premier ministre, que ce soit des ministres, que ce soit des députés. Ils sont également soumis à l'application du droit, tout simplement pour éviter toute mesure autoritaire, tout comportement qui serait antidémocratique finalement. Donc, tous les citoyens peuvent également faire des recours devant les tribunaux si on ne respecte pas la loi. Donc, si un ministère, par exemple, ou
un employé d'un ministère ne respecte pas la loi, eh bien, c'est possible pour un citoyen d'avoir recours aux tribunaux pour rectifier la situation. Donc, personne n'est au-dessus de la loi au Canada. Donc, maintenant, je voudrais aborder le système législatif. Donc, c'est l'une des 3 branches du gouvernement au Canada, c'est-à-dire qu'il y a la branche législative, donc c'est-à-dire les élus, les membres du Parlement ou de l'Assemblée législative qui adoptent les lois. Donc, on va parler également des 2 autres branches tout à l'heure, donc le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, celui qui prend les décisions. Et troisièmement, on va discuter évidemment du pouvoir judiciaire, donc la 3e branche de notre gouvernement, plus en détail. Mais donc ici, je voudrais discuter un peu de comment on adopte les lois au Canada, donc le pouvoir législatif. Alors, c'est le Parlement qui a ce pouvoir et le projet de loi, on va en discuter un peu plus, est déposé par un ministre ou un député ou des secrétaires parlementaires, mais généralement, ce sera fait au sein du Parlement ou de l'Assemblée législative par un membre du gouvernement, donc du parti au pouvoir. Ça n'empêche pas un député ou de l'opposition, donc qui n'est pas au pouvoir de proposer un projet de loi, mais de manière générale, au Canada, très souvent, c'est le parti au pouvoir qui prend l'initiative de proposer des lois, tout simplement parce que si c'est un gouvernement majoritaire, a priori, il devrait avoir suffisamment de voix pour assurer l'adoption du projet de loi. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle la première lecture. Donc, c'est lorsque on amène cette idée de nouvelle loi, donc un projet de loi qu'on présente au Parlement. Et il doit y avoir à ce moment-là un vote pour permettre de passer en 2e lecture. Donc, on introduit le projet de loi sans en débattre, sans en discuter en profondeur. Et si une majorité des députés, donc c'est-à-dire 50% plus 1 des députés votent en faveur, eh bien, on peut passer en 2e lecture. Donc, la 2e lecture, c'est une étape qui est un peu plus complexe, qui est beaucoup plus importante parce que ce qu'elle permet, c'est l'étude en comité. Donc, il y aura un comité spécialisé selon l'objet du projet de loi. Donc, par exemple, si c'est un projet de loi qui est lié à l'agriculture, eh bien, il y aura un comité qui est spécialisé sur ces questions-là, qui va étudier en détail le projet de loi et qui aura aussi le pouvoir de convoquer des individus, des experts pour participer à un débat et qui pourront poser des questions dans le but d'améliorer le projet de loi. Et donc, suite à cette étude en comité, qui est souvent quelque chose dont on est moins conscient parce que les médias ne couvrent pas nécessairement le travail des comités parce que c'est peut-être un peu moins spectaculaire que les débats en chambre, mais c'est sans doute une des étapes les plus importantes dans l'adoption des projets de loi parce que c'est là où on va au fond des choses, où on entend les experts, où on a la possibilité d'améliorer notre projet de loi. Et donc, une fois qu'on a fait cette étude en comité, on passe à l'étape du rapport, où là, tous les parlementaires auront accès au rapport du comité. Et si on a encore une fois une majorité des députés qui votent favorablement pour le projet de loi en 2e lecture,
on passe en troisième lecture. Et c'est là le projet de loi final, si on veut. Et une fois adopté, eh bien, on va refaire la même procédure au Sénat. Donc, ça, c'est au niveau du gouvernement fédéral, parce qu'au niveau provincial, les provinces n'ont pas de Sénat. Donc, les provinces n'ont qu'une chambre ou une assemblée législative qui est composée de députés, alors qu'au fédéral, comme je le disais, il y a un Sénat qui n'est pas élu, mais qui également est là pour discuter et peut-être d'une manière, il faut l'espérer, moins partisane, va étudier le projet de loi. Donc, une fois qu'on a fait ce processus, il y aura ce qu'on appelle la sanction royale. Donc, c'est le gouverneur général qui est le représentant de la reine au Canada au niveau fédéral ou le lieutenant-gouverneur au niveau des provinces qui, encore une fois, représente la reine, qui va formellement faire en sorte que la loi entre en vigueur. Donc, la loi, suite à cette sanction royale, soit maintenant la loi applicable au Canada. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de sanction royale, eh bien, cette loi-là n'a aucun effet. Et parfois, on se demande, la question qu'on m'a déjà posée, c'est qu'est-ce qui arrive avec notre projet de loi s'il ne passe pas la troisième lecture? Eh bien, il devient ce qu'on appelle les morts au feuilleton. Donc, devient caduc, si on veut. Il n'a pas d'autre effet. Est-ce que c'est possible de ramener ce projet de loi? Et la réponse est oui. Généralement, on fera ça à la suite d'une nouvelle élection parce qu'un gouvernement qui n'a pas pu obtenir le nombre de voix à son projet de loi a sans doute peu de chance et aucun intérêt à représenter ce projet de loi. Mais ce serait possible, et ça se fait, ça s'est vu, qu'on réintroduise le projet de loi suite à une élection pour s'assurer cette fois-ci son adoption et ultimement la sanction royale pour que la loi entre finalement en vigueur. Maintenant, je voudrais discuter brièvement des règlements. Alors, les règlements ont également force de loi, tout comme une loi. Et le but des règlements, c'est pour assurer la mise en œuvre de nos lois en établissant de manière plus précise les mécanismes, si on veut, d'application de cette loi. Donc, pour revenir à mon exemple d'une loi qui porte sur l'agriculture, on pourrait avoir une loi qui serait de portée générale, qui dirait, voilà, le gouvernement fédéral introduit une nouvelle agence qui sera responsable de l'évaluation des produits biologiques. Alors, comment ça va se concrétiser? Eh bien, généralement, ce sera dans le règlement qu'on aura les détails. Donc là, il y aura soit le ministère de l'Agriculture ou une agence pertinente qui est spécialisée, qui va développer, écrire les règlements et ce règlement-là sera considéré comme ayant force de loi une fois qu'il a été adopté par décret et va permettre de concrétiser, de donner plus de détails au niveau de le fonctionnement de l'organisme, les pouvoirs de cet organisme, ses obligations, son financement, par exemple, nomination des membres de cette agence, etc. Et donc, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on ne veut pas que le Parlement ait à se réunir à chaque fois pour faire un changement au niveau de la mécanique, au niveau du fonctionnement et la mise en œuvre d'une loi parce que ce serait beaucoup trop long et complexe.
Donc, on délègue cette responsabilité-là, soit au ministère, soit à l'agence, et elle s'occupe et est du coup responsable de ces aspects plus techniques, si on veut, plus administratifs, alors que la loi, elle, vise essentiellement les grands énoncés de principes. Alors, au Canada, nos lois sont très souvent bilingues. Alors, au fédéral, toutes les lois et tous les règlements doivent être dans les 2 langues officielles. Et ça, c'est prévu par notre charte. La loi sur les langues officielles également prévoit beaucoup de dispositions sur toutes ces considérations. Quant aux provinces et les territoires, c'est en fait très variable. Il y a un grand nombre de provinces où l'adoption des lois et règlements dans les 2 langues officielles est prévue. Donc, on peut penser au Nouveau-Brunswick, par exemple, qui est la seule province, en fait, qui soit officiellement bilingue au Canada. Mais c'est également le cas au Québec, en Ontario, au Manitoba et dans les territoires, les 3 territoires, parce qu'ils dépendent en grande partie du gouvernement fédéral pour leur autorité. Donc, pour ce qui est du Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Donc, tout est bilingue. Pour ce qui est de la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et l'île du Prince-Édouard, eh bien, il y a certaines lois, certains règlements qui doivent être dans les 2 langues officielles, mais pas tous. Et les 3 seules provinces qui sont unilingues anglaises, ce sont l'Alberta, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve et Labrador. Donc, dans ces 3 provinces, les lois et les règlements peuvent être rédigés qu'en anglais. Donc, ça termine la première partie et donc, comme je vous l'avais promis, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Oui, Christian, on a une question ici dans la boîte de discussion. Alors, ça dit, selon la Constitution du Canada, le gouvernement fédéral a la compétence exclusive dans le domaine du droit criminel. Mais les provinces peuvent imposer une peine d'emprisonnement aussi pour les infractions non criminelles. En fait, quelle est la différence entre les droits et les infractions criminelles et non criminelles ou quasi criminelles? Bon, ça c'est une excellente question. C'est très complexe, mais pour simplifier, d'une manière générale, très souvent, ce qui est prévu au code criminel, c'est habituellement de compétence fédérale, donc c'est-à-dire les tribunaux fédéraux. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on entend par les cours fédérales, donc les cours supérieures. Donc, ici en Alberta, ce serait la cour du banc de la reine, donc le Queen's Bench, la cour d'appel. Et par contre, pour tout ce qui concerne au niveau des infractions pénales, donc je dis pénales pour distinguer du criminel, qui sont prévus dans des lois provinciales. Donc, généralement, ce sera la Cour de juridiction provinciale qui va avoir l'autorité pour se pencher sur ces causes, sur ces questions-là. Donc, ici en Alberta, c'est la Cour provinciale, donc qui a compétence généralement pour tout ce qui est des peines pénales qui sont prévues dans des lois provinciales. Donc, au Québec, c'est la Cour du Québec qui a juridiction pour entendre
ces causes. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais encore une fois, c'est lié à cette idée de partage des compétences. Et donc, pour des questions criminelles plus graves, qui donc sont généralement prévues au code criminel, on considère que, donc ici en Alberta, ce serait la Cour du banc de la Reine qui aurait l'autorité, alors que des peines, bon, généralement, on dit de moins de 2 ans. Hein, donc, ça, ce serait la Cour provinciale qui aurait l'autorité. Et donc, c'est à peu près la même chose partout au Canada. Donc, cette distinction entre les tribunaux, ce qu'on appelle là, les cours supérieures. Hein, donc, la Constitution canadienne spécifie, elle parle de cours supérieures en opposition à ces cours provinciales. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui, sinon j'invite le participant de rajouter une question supplémentaire. Alors, je vous invite de continuer à le faire tout le long. Questions ou commentaires. Oui, le participant dit merci. Très bien. Alors, je pense que ça va pour le moment, Christian. Peut-être que ma réponse était tellement longue qu'il ne voulait pas poser une autre question. OK. Donc, la deuxième partie, c'est sur notre système juridique. Alors, il y a des origines anglaises et françaises à notre système juridique. Et ça, c'est historique. Hein? C'est lié, bien entendu, à l'évolution de notre pays. Donc, pour ce qui est de la tradition anglaise, ça nous vient de la common law. Donc, on peut penser à d'autres pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays également de tradition de common law, parce que ces pays sont également des anciennes colonies britanniques et donc ils ont adopté l'héritage britannique. Et donc, pour simplifier, hein, c'est un système qui est basé plutôt sur les précédents, c'est-à-dire que les décisions qui ont été prises dans le passé vont influencer et orienter, si on veut, les décisions de l'avenir. Donc, les tribunaux, les juges vont examiner ce qui a été décidé dans des circonstances comparables, là, bien sûr, dans le passé pour éclairer, si on veut, leurs décisions. Le système de droit civil, donc, c'est d'origine, en fait, ici on dit française, mais si on veut remonter dans le temps, on devrait dire romaine. C'est une origine romaine parce que ce sont les Latins qui ont codifié pour la première fois les grands principes de droit. Et en fait, le droit civil, c'est le système qui est le plus répandu dans le monde. Donc, la plupart des pays, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, sont de tradition civiliste. Et c'est Napoléon qui, dans l'époque moderne, là, a le premier codifié les grands principes de droit. Et donc, ce code Napoléon, c'est celui que nous, on a adopté dans ce qu'on appelait à l'époque le Bas-Canada, donc le Code civil du Bas-Canada. Aujourd'hui, c'est le Québec. Et donc, on a adopté en grande partie ce code. Et la grande distinction, c'est qu'un juge au Québec devra généralement se référer au texte du code. Le code, si on veut, c'est un peu comme une loi. Hein? Donc, aujourd'hui, au Canada, en fait, si on regarde même comment les juges en common law fonctionnent, très souvent, ils vont se référer à la loi également, pas uniquement les jugements précédents. Et donc, au Québec, les juges vont consulter le Code civil, mais vont également regarder les décisions antérieures. Donc,
on parle vraiment d'un système hybride maintenant au Canada où finalement, on a peut-être le meilleur des mondes en sens où on utilise les deux techniques. On utilise les textes écrits, les lois ou notre code civil, et on se penche et on utilise également les décisions antérieures avant de se prononcer. Donc, rapidement, il y a deux sens là, au terme de droit civil. Donc, il y a comme celui que je viens d'expliquer, droit civil dans la tradition du code civil versus la tradition common law, mais aussi droit civil dans le sens du droit privé, donc les rapports entre les individus. Donc, comme je le mentionnais précédemment, les contrats, testaments, droit des sociétés, droit des compagnies, droit des affaires, etc., versus ce qu'on appelle le droit public. Donc, ça, c'est le rapport de l'individu, du citoyen avec l'État. Donc, le droit criminel, hein, c'est le premier qui vient en tête. Droit constitutionnel, comment fonctionne notre gouvernance et notre constitution. Le droit administratif, donc on va parler un peu plus loin des tribunaux administratifs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le droit public versus le droit civil. Donc, aussi brièvement, une autre source du droit au Canada qui est très importante, surtout lorsque vient les droits territoriaux, ce sont les droits ancestraux et les droits qui sont issus des traités entre les Premières Nations et ce qu'on appelle la couronne étant le gouvernement. Donc, à l'époque, les traités qu'ont conclu différentes nations, Premières Nations au Canada et la couronne, la reine britannique à l'époque, la reine Victoria. Donc, il y a un certain nombre de traités. Donc, si on pense à l'Alberta, un des traités, c'est le traité numéro 6, donc qui vient gouverner, un peu qui vient régir tout ce qui est lié aux droits territoriaux en ce qui concerne les Premières Nations du Canada. Et brièvement, donc, la police a un rôle important pour veiller à la sécurité des gens et protéger les biens, appliquer la loi. Et donc, on trouve des forces policières à tous les niveaux de gouvernement, donc que ce soit au fédéral avec la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Au niveau provincial, certaines provinces, pas toutes, ont une police provinciale. Donc, on pense en l'Ontario ou le Québec, la Sûreté du Québec, c'est une police provinciale. Il n'y en a pas en Alberta. L'Alberta n'a pas de police provinciale. Et finalement, une police au niveau municipal, donc la police de la ville de Calgary ou celle d'Edmonton, par exemple, donc qui relève du gouvernement municipal pour un territoire municipal spécifique. Donc maintenant, je voudrais discuter du fonctionnement de l'appareil judiciaire du Canada, donc comment fonctionnent nos tribunaux. Je suis conscient du temps, donc ça fait déjà 3/4 d'heure. Donc je vais... parce qu'il y a beaucoup de matière, mais j'essaie d'être bref. Mais n'hésitez pas tout à l'heure à poser des questions à la deuxième pause. Alors, quel est le but, la raison d'être de notre appareil judiciaire? C'est bien sûr de résoudre des différends entre les gens ou entre l'État et les individus, les citoyens de manière équitable. Les tribunaux sont également là pour interpréter les lois. Et comme je le disais tout à l'heure, on a 3 branches de gouvernement, système de gouvernement au Canada. Donc, on a parlé tout à l'heure du législatif, celui qui adopte les lois. Il y a l'exécutif, donc le gouvernement, donc celui qui gère l'État, si on veut, qui gère le gouvernement, qui généralement aussi prend l'initiative d'introduire des projets de loi. Et enfin, donc ça c'est l'objet de cette partie de notre présentation,
le pouvoir judiciaire, donc qui est là pour appliquer les lois. Donc, on va en discuter aussi plus en détail, mais il y a des cours et des tribunaux fédéraux et ainsi qu'au niveau des provinces et des territoires. Et tout ça, c'est chapeauté par notre Cour suprême. Je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et tout ça, le fonctionnement et cette séparation des responsabilités entre les différents types de tribunaux de cour, ça relève encore une fois des responsabilités qui sont établies par notre Constitution, le partage des compétences entre le fédéral et les différentes provinces, parce qu'on est dans un régime fédéral. Et également, et ça c'est très important de savoir qu'il n'y a pas que les tribunaux et les cours, mais il y a également aussi plusieurs processus administratifs qui nous permettent de régler nos différends de manière plus informelle et moins coûteuse très souvent. Donc, j'ai utilisé cette diapo pour expliquer en gros comment fonctionne notre système judiciaire et les différents niveaux, si vous voulez. Donc, c'est un système là, très hiérarchisé où on trouve tout en haut la Cour suprême du Canada. Mais je vais commencer, si vous me le permettez, en bas et monter graduellement vers le haut jusqu'à la Cour suprême. Donc, si vous regardez en bas à gauche, on voit les tribunaux administratifs, provinciaux et territoriaux. Donc, ça, ce sont des institutions au niveau provincial ou territorial qui ont généralement un champ de compétences très spécifique. Ce sont des tribunaux qui sont spécialisés. Donc, des exemples de ça, ce serait le tribunal des droits de la personne, par exemple, donc qui s'intéresse qu'aux questions de violation des droits de la personne. Ou encore des questions relatives à l'assurance emploi. Donc, si on veut contester une décision relative à le fait qu'on n'ait pas droit à des prestations d'assurance emploi, il y a un tribunal fédéral spécialisé qui ne s'intéresse qu'à ces questions. Tout ce qui est question d'immigration et statut des réfugiés, par exemple, eh bien, il y a un tribunal spécifique au Canada qui n'écoute, qui n'entend que ce type de cause. Et en fait, c'est le tribunal qui entend le plus de causes au Canada. Donc, ce tribunal, cette commission de l'immigration et du statut des réfugiés. Donc, c'est des tribunaux qui sont mis en place pour traiter de questions spécifiques, spécialisées, mais aussi qui utilisent généralement un processus qui est beaucoup plus informel, qui est beaucoup plus souple dans l'utilisation des règles de la preuve, par exemple. Donc, pour avoir un système qui soit plus efficace, si on veut, et qui peut prendre peut-être des décisions de manière un peu plus rapide. Si jamais on n'a pas, on perd sa cause, comme on dit, devant un de ces tribunaux administratifs, si on est débouté, si on n'a pas gain de cause et qu'on considère qu'il y a eu en fait un délit de procédure, que le tribunal n'a pas suivi les règles de justice naturelle, que ce tribunal a mal appliqué la loi ou n'a pas tenu compte de tous les faits, on peut en appeler de leur décision en allant, en portant appel à l'une des cours supérieures. Donc, par exemple, ici en Alberta, si on est insatisfait de notre décision de tribunal administratif,
avec des raisons valables, pas parce qu'on n'est pas content, mais parce qu'on considère que le tribunal a pris une mauvaise décision, eh bien, on pourra en appeler à la Cour supérieure. Donc ici, en Alberta, ce serait auprès de la Cour du banc de la Reine. Les cours provinciales, comme je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, ce sont des créations des gouvernements provinciaux qui ont une juridiction différente de ce qu'on appelle les cours supérieures. Et ces cours provinciales, généralement, ont l'autorité pour entendre des questions qui sont relatives soit à des lois bien spécifiquement des lois provinciales, ou par exemple parce qu'il y a un plafond sur la somme en jeu. Donc, toutes les sommes, tous les actions, les recours pour des montants inférieurs à 50 000 $ en Alberta seront entendus par la Cour provinciale de l'Alberta. Si c'est plus de 50 000 $ en matière de litige en droit civil, eh bien, il faudra aller devant la Cour du banc de la Reine. Et donc, il y a un certain nombre d'infractions, par exemple, infractions au code de la route, qui, elles, également sont entendues par la Cour provinciale, parce que c'est un délit plutôt de nature pénale, donc qui est moins sérieux, si on veut, qu'un délit là, de nature criminelle, qui, elle, sera généralement entendue par la Cour du banc de la Reine. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais chacun des tribunaux, des cours ont leur champ d'autorité, si on veut. Ceci étant dit, la Cour supérieure, donc ici la Cour du banc de la Reine en Alberta, a priori juridiction pour entendre tout type de cause. Mais question de gérer peut-être les tribunaux, les cours de manière plus efficace, les cours provinciales généralement s'occupent d'un très grand nombre de questions, que ce soit en droit de la famille, par exemple. Donc, si on n'est pas marié, donc si ce n'est pas une question qui est liée au droit, à la loi sur le divorce, ce sera très souvent la Cour provinciale qui entendra votre cause. Donc, que ce soit pour le partage des biens, pardon, pas le partage des biens, parce que le partage des biens, ce sera la Cour du banc de la Reine. Mais si c'est, par exemple, pension alimentaire pour les enfants, une pension alimentaire pour les époux, que ce soit la garde des enfants, si on n'est pas marié, eh bien, ce sera la Cour provinciale qui entendra votre cause. Par contre, si vous êtes marié, alors dans ce cas-là, il faudra s'adresser à la Cour du banc de la Reine. Donc, je ne sais pas si ça illustre bien là, les différences, parce que je sais que c'est un peu compliqué parfois là, de distinguer pourquoi en droit de la famille, il y a deux cours différentes. Donc, ça, c'est spécifique à l'Alberta. En Ontario, par exemple, on a ce qu'on appelle la Cour unifiée en droit de la famille, où toute question de droit de la famille est soumise à un même tribunal qui est spécialisé, qui s'intéresse qu'aux questions de droit de la famille. Donc, ça assure là, peut-être une plus grande cohésion au niveau des décisions et puis au niveau là, des mécanismes de gestion des procès. Et si on est insatisfait d'une décision de la Cour du banc de la Reine, pardon, d'une cour provinciale, on peut en appeler à la Cour du banc de la Reine. Et si on est insatisfait avec une décision de la Cour du banc de la Reine, à condition, encore une fois, que ce soit fondé, hein, que ce soit fondé parce qu'on a mal appliqué la loi ou on n'a pas tenu compte de tous les faits, on pourra en appeler à la Cour d'appel. Donc, chacune des provinces au Canada a une cour d'appel. Donc, ce qu'on voit ici, là, au niveau de provincial, que ce soit la Cour d'appel, Cour supérieure,
on retrouve ça dans chacune des 10 provinces et territoires. Donc, il y a un mécanisme comme ça qui est applicable. Donc, dans les territoires, ce sera peut-être un peu différent parce qu'il y aura peut-être l'implication de la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale dans certains cas. Mais donc, au niveau de tout ce qui est généralement de questions qui sont relatives de compétences provinciales, ce sont les tribunaux auxquels on aura accès. Si c'est une question qui relève du gouvernement fédéral, donc par exemple l'immigration, donc s'il y a une décision qui a été prise au niveau du tribunal administratif, donc cette commission dont je vous parlais, commission d'immigration et du statut des réfugiés, et qu'il y a eu une erreur qui a été commise, eh bien, on pourra en appeler à la Cour fédérale. Et ensuite, si, encore une fois, il y a un jugement là, qui est erroné, on pourra également ensuite en faire appel à la Cour d'appel fédérale. Donc, il y a aussi certains tribunaux spécialisés. Donc, pour ce qui est de la loi sur l'impôt, au niveau fédéral, on a la Cour canadienne de l'impôt. Et en matière militaire également, là, il y a des tribunaux militaires donc, qui vont entendre que des causes qui sont relatives aux forces armées canadiennes. Donc, ça, c'est une vue d'ensemble de notre système judiciaire et comment il est structuré. Mais donc, il faut surtout se rappeler qu'il y a un mécanisme, si on veut, hiérarchique qui nous permet d'en appeler d'une décision jusqu'à épuisement, jusqu'à la Cour suprême. Je vais en parler dans quelques minutes, de la Cour suprême. Mais également que lorsqu'il s'agit d'une question d'ordre fédéral, eh bien, le gouvernement fédéral a son système parallèle, si on veut, qui reprend un peu la même méthode et puis les mêmes mécanismes qu'on retrouve au niveau provincial. Donc, la Cour suprême du Canada, donc c'est la dernière instance. Donc, une fois qu'on a épuisé tous les autres cours, donc quand on est allé devant la Cour de Banc de la Reine et ensuite la Cour d'appel, on peut en appeler, mais il faut être conscient qu'il y a très peu de causes qui sont entendues parce que c'est un tribunal pour l'ensemble du pays. On estime en moyenne qu'il y a entre 500 et 600 demandes par année, mais que la Cour suprême accordera le droit d'audience dans 65 à 80 des cas. Donc, une très faible proportion des demandes pourront aller en appel. Il y a par contre des exceptions à ça en droit criminel. Je ne vais pas entrer dans les détails, là, mais dans certains cas, on peut avoir automatiquement un droit d'appel accordé pour se faire entendre par la Cour suprême, dans certains cas, pour des accusés au droit criminel. Donc, la composition de notre Cour suprême, il y a 9 juges, un juge en chef qui c'est pas un juge qui a une préséance ou qui a plus une voix au chapitre que les autres. C'est le juge, en fait, qui est responsable essentiellement de l'administration de la Cour suprême et qui exerce aussi du leadership, hein, finalement, et 8 autres juges. Donc, ces 9 juges, il doit en avoir au moins 3 qui viennent du Québec. Donc, ça, c'est la loi sur la Cour suprême du Canada qui prévoit ça. Et pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais, le Québec a un système juridique bien spécifique. On a au Québec le droit civil qui est basé sur le code, autour du Code civil. Et donc, il faut s'assurer qu'il y ait des juges à la Cour suprême qui comprennent bien notre système civiliste. Et donc, c'est pour ça qu'on a 3 juges
qui doivent provenir du Québec. Il y a une tradition qui veut que les 6 autres juges viennent selon des territoires spécifiques. Donc, 3 traditionnellement doivent venir de l'Ontario, 2 proviennent de l'ouest du Canada et 1 juge doit normalement être issu des provinces atlantiques. Tout ça pour assurer une certaine représentation géographique, mais ça, ce n'est pas prévu à la loi, c'est une tradition. OK? Et donc, la Cour suprême, elle entend toutes sortes de causes, autant en droit criminel qu'administratif, que droit privé, beaucoup de droits criminels, et généralement, la Cour va entendre des causes qui sont considérées d'intérêt public, qui sont d'importance et d'intérêt public pour l'ensemble des Canadiens et non pas là, pour un petit groupe. Donc, on essaie, lorsqu'on choisit ces 65 à 80 appels admis par année, que ce soit des questions qui sont pertinentes pour le plus grand nombre des citoyens. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure les tribunaux administratifs. Alors, les tribunaux administratifs sont très importants parce qu'une grande partie des citoyens, lorsqu'ils ont besoin de faire un recours, très souvent, ce sera devant un tribunal administratif. Donc, on peut penser, par exemple, aux droits de l'emploi, aux droits de la personne. On a parlé de l'assurance chômage, on a parlé de l'immigration. Donc, ça, ce sont des tribunaux administratifs qui sont compétents pour ces questions. Et donc, les tribunaux administratifs jouent un rôle très, très important dans notre système juridique, même s'ils sont un peu différents, si on veut, de nos cours traditionnels, que ce soit les cours supérieurs ou les cours provinciales. Et donc, voilà pour cette partie sur le système, l'organisation de notre système juridique. Donc, maintenant, je voudrais parler brièvement, parce que je suis conscient du temps, là, il est déjà 7 heures, de la magistrature. Donc, il y a certains éléments essentiels pour notre fonctionnement de notre système juridique. Et au centre de ça se trouve la magistrature, donc c'est-à-dire les juges, les magistrats, que ce soit au niveau des cours supérieures ou de nos cours provinciales. Donc, j'ai peut-être souvent parlé plutôt du processus fédéral, mais c'est un peu la même chose au niveau des provinces. Toutes les provinces ont un processus là, assez identique. Donc, au cœur de notre système, il y a l'indépendance judiciaire. Donc, pourquoi? Pour s'assurer que nos décisions, les décisions prises par les juges, soient libres de toute influence. Donc, influence politique, influence financière, pour s'assurer donc que nos décisions soient fondées uniquement sur les faits qui sont présentés au juge et le droit applicable. Donc, un des éléments pour assurer cette indépendance-là, il y en a plusieurs, mais un des éléments, c'est la sécurité du mandat. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'un juge a été nommé, eh bien, on ne peut pas le congédier, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles. Et donc, un juge est nommé jusqu'à ce qu'on appelle l'âge de la retraite, mais on considère que la retraite pour un juge, c'est au niveau fédéral 75 ans et dans plusieurs provinces, c'est souvent 70 ans. Et donc, tant et aussi longtemps que le juge n'atteint pas cet âge, eh bien, il peut rester en place. Donc, notre ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada, elle a été
elle a siégé sur la Cour suprême pendant plusieurs années et lorsqu'elle a atteint l'âge de 75 ans, elle a dû quitter son poste, même si elle était encore parfaitement capable de continuer ses fonctions. Et donc, jusqu'à cet âge-là, jusqu'à 75 ans, on ne pouvait pas congédier la juge en chef et n'importe quel juge, finalement, on ne peut pas congédier un juge, sauf dans certaines circonstances, on va en parler brièvement. Et donc, pour s'assurer que le juge soit indépendant et donc ne craigne pas pour son poste. On peut révoquer un juge, donc au niveau fédéral, seulement s'il y a eu une enquête indépendante par un panel et que les deux chambres, donc on se souvient qu'au fédéral, il y a la Chambre des communes, les députés, mais également le Sénat. Donc, suite aussi à l'autorisation des deux chambres au niveau fédéral pour révoquer le poste d'un juge d'une cour supérieure, donc le banc de la Reine, ici en Alberta. Mais au niveau provincial, il y a un processus là, identique. Deuxièmement, il y a le volet de la sécurité financière. Donc, on s'assure que les juges soient très bien payés pour éviter une pression financière. Donc, en étant très bien payés, eh bien, on pense du coup éliminer le risque qu'un juge fasse l'objet de pots de vin, par exemple. Et enfin, il y a l'indépendance administrative, c'est-à-dire que ce soit un ministre, que ce soit une agence, que ce soit un ministère, personne ne peut s'ingérer, ne peut venir dicter à un juge ou à l'administration de la justice comment gérer les procès ou le mode de fonctionnement des tribunaux et des cours. Et donc, encore une fois, la raison pour laquelle on a ça en place, cette indépendance administrative, c'est qu'il y ait une séparation entre les magistrats, la magistrature, l'administration de la justice et le gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral. Alors, comment les juges sont-ils nommés? Alors, au niveau fédéral, eh bien, il y a tout un processus qui est long et complexe, mais généralement, on va choisir des avocats qui ont au moins 10 ans de pratique. On va étudier leur dossier et ce comité, après s'être penché sur les candidatures, va faire une recommandation et ensuite, ça sera au premier ministre généralement ou au ministre de la Justice, selon si c'est un juge en chef ou un juge puiné, donc un juge normal, de choisir, de sélectionner, de nommer ce juge. Donc, généralement, le ministre de la Justice fédérale pour un juge au banc de la Reine, la Cour du banc de la Reine, ou dans le cas d'un juge à la Cour suprême, eh bien, ce sera le premier ministre. Et donc, il y a un système un peu semblable pour les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ils ont un comité d'études, de sélection et ensuite qui vont proposer soit au ministre de la Justice provinciale ou territoriale un candidat et ce sera libre ensuite au ministre de la Justice de nommer ce nouveau juge à la Cour provinciale. Alors, quelle formation reçoivent les juges? Eh bien, un certain nombre de programmes existent pour assurer le perfectionnement. Donc, il y a un Institut national de la magistrature pour nos cours supérieures qui s'assure que tous les juges au Canada aient accès à la même formation et information.
Et comme je le disais également, bon, les juges, avant d'être juges, et ça, c'est pas dans tous les pays. En France, par exemple, on peut être juge d'instruction sans avoir pratiqué le droit, mais au Canada, il faut avoir pratiqué pendant au moins 10 ans, membre du barreau de la province dans laquelle on est nommé pour pouvoir être nommé juge. Donc, pour ce qui est de la conduite des juges, eh bien, il y a différents conseils de la magistrature à travers le Canada qui sont responsables là, de mettre en place des politiques, des codes de conduite. Et s'il y a une faute grave, eh bien, ce même conseil pourrait, donc, va étudier la question et pourrait recommander la révocation de ce juge. Et comme je le disais, au fédéral, il faudra que les deux chambres, donc le Sénat et le Parlement, la Chambre des communes, acceptent la révocation de ce juge. Donc, je crois, Denise, qu'on pourrait peut-être demander aux participants s'ils ont des questions avant d'aborder la troisième et dernière partie de notre présentation sur la charte. Oui, alors je vous invite, si vous avez des questions, de nous l'écrire ou lever la main. Christian, une chose qu'on se fait beaucoup poser comme question ici au centre, c'est une question de quand on a un membre de la famille qui décède, mais qui est déménagé du Québec ou d'un autre pays, puis qui n'a pas un testament ici en Alberta, qu'est-ce qui s'applique à eux dans ce cas-là? D'accord. Ben, c'est une excellente question, Denise. Donc, pour ce qui est des testaments, parce que ça relève de la compétence provinciale, donc c'est les provinces qui ont l'autorité législative pour l'adoption des testaments, leur validité, leur contenu, etc., eh bien, un testament qui aurait été fait au Québec ne serait sans doute pas valable ici en Alberta. Donc, c'est toujours important lorsqu'on change de province de consulter un avocat pour s'assurer de la validité de notre testament et, si nécessaire, de le remettre à jour pour s'assurer qu'il soit conforme à la législation provinciale de la nouvelle province où on est déménagé. Formidable. Bien, merci beaucoup, Christian. Je pense qu'on peut continuer avec la Charte canadienne des droits et libertés. Oui, très bien. Alors, notre charte, elle date de 1982 et le but essentiel, fondamental de notre charte, c'est de protéger les libertés et les droits fondamentaux des citoyens canadiens. Et donc, il y a différents aspects là, de cette charte, mais c'est important de se rappeler que notre charte, elle reflète là, certains caractères bien spécifiques de notre société canadienne, c'est-à-dire une société qui est libre, démocratique et multiculturelle, et également où il y a des droits linguistiques pour les minorités linguistiques, on en a discuté déjà, ainsi que les droits des peuples autochtones du Canada. Donc, il y a différents principes qui sous-tendent notre charte pour protéger les libertés et les droits des Canadiens. Donc, quand on parle de liberté fondamentale, on peut penser à la liberté de religion, de pensée, d'expression, de rencontre, de participation des manifestations pacifiques ou encore droit à l'information. Il y a bien sûr des restrictions à nos libertés. Nos libertés s'arrêtent là où celles des autres commencent. Donc, ce n'est pas des libertés absolues. Pour ce qui est des droits démocratiques, eh bien, tous les Canadiens ont droit de vote et peuvent également se porter candidat des élections.
à condition qu'ils aient au moins 18 ans et qu'ils soient citoyens canadiens. Oh, je crois que j'ai... droit d'avoir des élections régulièrement. Donc, comme je le mentionnais au tout début, un gouvernement, au bout de 5 ans, doit absolument déclencher des élections, à moins là, de circonstances vraiment exceptionnelles comme une guerre. Mais on l'a vu récemment avec la pandémie. Ça n'a pas empêché plusieurs gouvernements provinciaux à tenir des élections malgré les circonstances exceptionnelles. Donc, il y a cette idée au Canada que, et c'est inscrit dans la Constitution, qu'il faut qu'il y ait des élections au plus tard tous les 5 ans. Donc, ça, c'est pour les élections fédérales et provinciales. Il y a des élections, bien sûr, au niveau municipal. Ça, c'est régi généralement par la législation provinciale. Ça varie d'une province à une autre. Mais en Alberta, par exemple, c'est tous les 3 ans pour les élections municipales. Alors, d'autres principes fondamentaux de notre charte, liberté de circulation et d'établissement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que les Canadiens peuvent entrer, sortir et demeurer au Canada. On a le droit de vivre et de travailler n'importe où au Canada. Donc, tout ça, ce sont des libertés fondamentales. Par contre, il est possible d'établir certaines conditions de résidence pour l'accès à certains services. Donc, par exemple, très souvent, si on passe d'une province à l'autre, certaines provinces peuvent exiger qu'on réside dans cette province depuis un certain nombre de mois. Généralement, c'est des mois, hein, ce n'est pas des années, pour avoir droit aux services de santé. Donc, ça, ce serait considéré comme une condition là, qui serait acceptable pour la gestion des services. Il y a des garanties juridiques également très importantes qui sont enchâssées dans notre Constitution. Donc, par exemple, comme garantie juridique, eh bien, protection contre les fouilles et les saisies abusives. Donc, la police doit avoir un mandat d'un juge pour entrer ou fouiller une maison, une résidence. On a droit à un processus équitable tout au long de notre processus judiciaire. Et on a également droit à une protection contre les lois déraisonnables, hein, donc qui irait à l'encontre de notre liberté, à l'encontre de notre droit à la vie ou à la sécurité de notre personne. Donc ça, ce sont également des garanties qui sont prévues dans notre charte. Donc, et enfin, on a droit à une protection contre les arrestations injustifiées. On a droit de consulter un avocat sans délai. On a le droit de contester notre détention. Donc, tout ça, ce sont encore là des droits que tous les détenus possèdent. Suite à une arrestation, un individu a toujours la présomption d'innocence. Il a le droit d'être informé de l'infraction dont on l'accuse. C'est très, très, très important. Si un policier vous arrête, il doit immédiatement vous indiquer de quoi il vous accuse et pourquoi il vous arrête. Vous avez également droit à un procès dans un délai raisonnable. Vous avez également le droit de ne pas témoigner. Donc, vous n'êtes pas obligé, personne ne peut vous obliger à faire un témoignage qui vous incriminerait. Il y a également une protection contre les peines cruelles, que ce soit la torture, la force excessive, un emprisonnement abusif. Et enfin, une fois au tribunal, on a droit à un procès qui est équitable, qui soit raisonnablement rapide et qui se déroule et qui a lieu dans un délai court.
La Cour doit toujours être impartiale et, comme on le disait, il y a une présomption d'innocence dans tous les cas. Et vous avez également droit au service d'un interprète s'il y a besoin, si vous ne comprenez ni le français ni l'anglais. Enfin, pour ce qui est de l'instruction, pour toujours continuer sur les droits linguistiques de la minorité, l'article 23 nous indique qu'on a le droit d'avoir nos enfants instruits dans la langue de la minorité linguistique si l'enfant ou nous-mêmes en tant que parents, on a été instruits soit à l'école élémentaire ou secondaire dans cette même langue de la minorité. Donc, langue de la minorité, ce qu'on entend par là, comme je le disais au début, c'est l'anglais au Québec et le français à l'extérieur du Québec. Par contre, il faut qu'on soit dans une région où le nombre justifie une telle instruction dans la langue de la minorité. Donc, il faut qu'il y ait quand même suffisamment de gens pour qu'il y ait une école francophone dans notre ville, par exemple. Donc, j'ai presque terminé. Il ne reste que quelques diapos, puis après, on pourra répondre là, aux différentes questions. Donc, brièvement, l'historique de la charte, eh bien, elle a été adoptée en 1982 suite à un processus de rapatriation de la Constitution en 1980. Donc, rapatriement de la Constitution qui était une loi, donc la loi originale là, qui a fondé le Canada, c'était une loi britannique, une loi de 1867. C'est l'Acte d'Amérique du Nord britannique. Et donc, ce n'est qu'en 1982, donc plus de 100 ans plus tard, que le Canada en a fait sienne. Donc, cette loi qui était britannique est devenue finalement une loi canadienne, donc que le gouvernement, le Parlement canadien pouvait modifier. Et donc, on a profité de cette occasion. Et la raison pour laquelle c'était aussi long, c'était pour y inclure, y introduire une charte canadienne des droits et libertés. Ça a pris beaucoup de temps avant de s'entendre au Canada sur ce que devait être cette charte. Mais aujourd'hui, c'est un des piliers fondamentaux de ce que c'est que le Canada et son système de gouvernance. Et donc, grâce à la charte, aujourd'hui, eh bien, les citoyens canadiens voient leurs droits protégés, mais pas uniquement. C'est que ça permet aussi également de contester des mesures gouvernementales qui iraient à l'encontre de nos libertés fondamentales. Donc, en ce sens, la charte a eu un effet considérable sur le mode de fonctionnement de notre système juridique. Alors, ceci étant dit, il y a dans certaines circonstances possibilité pour le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux de limiter l'application de la charte. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'article 1er prévoit que si on restreint les droits et libertés et que c'est justifié dans le cadre d'une société libre et démocratique, ça pourrait être acceptable. Et dans un second temps, il y a l'article 33, la clause dérogatoire, nonobstant, qui en fait permet au Parlement, aux assemblées législatives de ne pas avoir à respecter la charte et se soustraire à l'application de certains droits ou libertés pendant une période maximale de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, en faisant appel à cette clause, à cet article 33,
un gouvernement pourrait suspendre l'application de la charte. Et au bout de 5 ans, le gouvernement en place devra refaire ce processus et, une fois de plus, adopter une mesure qui suspendrait encore pendant 5 autres années l'application de la charte pour des raisons bien spécifiques, juste pour l'application d'une loi spécifique et des droits ou libertés spécifiques. Ce n'est pas au niveau de toute la charte pour toutes les lois. Donc, si un gouvernement n'a pas fait appel à cet article 33, ce n'est pas prévalu de l'article 33, un citoyen pourrait toujours contester la validité d'une loi devant un tribunal. Si le citoyen a raison, eh bien, il pourrait même avoir droit à une réparation, donc une compensation financière pour la violation des droits ou libertés prévus à la charte. Et enfin, c'est important également de savoir que chacune des provinces ont également des lois qui visent à la protection des droits et libertés des citoyens, au même titre là, que la charte des droits et libertés de la personne au niveau fédéral. Donc, pour conclure cette présentation, on va brièvement discuter de la profession juridique au Canada. Alors, il y a différentes étapes. Pour devenir avocat, il faut faire des études universitaires en droit et ensuite, il faut être admis au barreau de la province dans laquelle on veut pratiquer parce que chaque province a son barreau. Donc, dans mon cas, par exemple, j'étais admis au barreau du Québec, mais je suis également admis ici au barreau de l'Alberta parce que ce seront deux processus, deux entités distinctes qui sont compétentes pour l'exercice de la profession dans leurs provinces respectives. Alors, les grands domaines du droit, eh bien, on peut penser, comme on disait là, tout à l'heure, en droit public, donc tout ce qui touche au droit criminel, au droit administratif et en matière de droit privé, tout ce qui touche au droit de la famille, les testaments, les contrats, droit de la propriété, donc tous les rapports entre les individus. Donc, voilà ce qui termine la présentation. Je vous remercie grandement de votre patience et de votre participation. On a une question ici à Christian qui dit que le droit d'entrée et de quitter le pays est garanti par la Charte pour les citoyens, mais par la loi sur l'immigration, peut-être, mais pas par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour les résidents permanents. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Alors, pour ce qui est des réfugiés comme tels, le droit d'entrée et de quitter, c'est garanti, mais pas par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour les résidents permanents. Oui. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? C'est que, donc, ça, c'est une exception, si on veut, au principe général que les citoyens canadiens ont droit à cette liberté et ce droit de circulation. Mais pour les citoyens, pour les résidents permanents ou ceux qui sont dans un processus soit d'obtenir le statut de réfugié ou qui sont en processus d'immigrer au Canada, donc qui ne sont pas encore résidents permanents, eh bien, ils ne sont pas couverts par la charte. Ils ne peuvent pas se prévaloir de la charte pour leur permettre l'entrée
et la sortie du territoire canadien. Donc, ce que ça signifie en pratique, c'est que c'est un droit, un privilège qui est accordé qu'une fois qu'on est citoyen canadien. Avant ça, on considère, le gouvernement fédéral considère qu'il y a il va dans l'intérêt national de contrôler le va-et-vient des gens tant et si longtemps qu'ils ne sont pas formellement citoyens canadiens.